comprendre comment, depuis quelques années, ces relations sont devenues si faciles et même, parfois, en France, exemplaires. On peut bien dire à cet égard qu'il y a un véritable retournement de l'histoire, faisant en quelque sorte mentir cette phrase de l'Ecclésiaste que vous connaissez tous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh bien si, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, et cette nouveauté, c'est la réconciliation entre juifs et chrétiens, qui est bien sûr pour nous une source d'espérance, synonyme de paix, de solidarité, et qui pourra peut-être un jour servir d'exemple à l'islam pour ses relations avec les deux autres monothéismes. Alors pourquoi l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest a-t-elle organisé en 2 ans 2 conférences consacrées à Jules Isaac? La dernière conférence, nous l'avons faite en 2018. Il y a juste 2 ans, c'était d'ailleurs moi qui l'avais faite, puisque je suis professeure d'histoire et historienne de formation. Et cette conférence, je l'avais tout simplement intitulée « Jules Isaac, le fondateur de l'amitié judéo-chrétienne de France ». J'animais l'association depuis 2014 et j'avais une source d'inquiétude, je dois dire, qui était partagée par beaucoup, c'est que j'avais l'impression que le nom et l'œuvre de Jules Isaac étaient progressivement en train de sombrer dans l'oubli, de s'effacer. Et je l'expliquais par 2 raisons qui tiennent aux 2 parties très distinctes de l'œuvre de Jules Isaac. Les utilisateurs de son célèbre manuel scolaire, le Malais Isaac, eh bien, ils étaient en train de disparaître les uns après les autres. Les Français de moins de 60 ans n'ont jamais entendu parler du Malais Isaac. Quant à la deuxième partie de son œuvre, le Jules Isaac, qui, au crépuscule de sa vie, est devenu l'historien de l'antisémitisme, l'historien des religions, eh bien, autour de celui-là régnait une sorte d'ignorance, ou de confusion, ou d'erreur. Dans la communauté juive, le nom de Jules Isaac reste très connu, très honoré, et on retient de lui qu'il a eu un rôle incontournable au moment du Concile de Vatican II. Par contre, dans la communauté juive, on ignore très souvent qu'il a été également le fondateur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et c'est peut-être pour cette raison d'ailleurs qu'il y a peu de juifs dans notre association. Nous le regrettons et nous espérons que cela changera un jour. Quant au mot de chrétien, eh bien, le Jules Isaac, historien de l'antisémitisme, il faut bien dire qu'il a été largement ignoré. Personne ou très peu ont lu son livre fondateur, qui est pour nous le véritable testament, à savoir Jésus et Israël, écrit en 1948. Et on m'a raconté, plusieurs personnes à l'amitié judéo-chrétienne m'ont dit qu'elles étaient persuadées que notre association avait été formée au Concile de Vatican II par le pape Jean XXIII, ce qui évidemment était une erreur. Alors, dans ce monde catholique, bien sûr, il y avait quelques exceptions, on ne peut pas généraliser. Et il y avait un homme qui avait une véritable vénération pour Jules Isaac, un évêque, Monseigneur Pierre d'Ornelas, qui est l'archevêque de Rennes, et qui d'ailleurs, en 2015, nous a donné, avec le président de la communauté juive de Copernic, un beau livre intitulé « Juifs et chrétiens, frères à l'évidence ». Ce n'était pas tellement évident depuis 2000 ans. Et ce livre, il l'avait dédicacé à la mémoire de Jules Isaac et à la mémoire de Jean XXIII. Mais en dehors de ça, je vous dis, c'était quelqu'un qui était en train de sombrer dans un oubli fort inquiétant. De toute évidence, il manquait un livre autour de Jules Isaac. Et ce livre, eh bien, il est miraculeusement arrivé fin 2018. Il est arrivé sous la plume d'un jeune chercheur, je crois, qui est canadien de langue anglaise, et il nous a fait le plaisir de se connecter ce soir du Canada. Monsieur Norman Tobias, je découvre votre visage, je ne vous ai pas encore véritablement vu, mais je vous remercie chaleureusement
nous sommes très honorés de votre présence ce soir et bien entendu, vous aurez la parole tout à l'heure. Je dois une explication, c'est qu'il y a un an, quand nous avons planifié cette conférence, c'était une conférence en présentiel et il était hors de question de faire venir l'auteur du Canada. Alors, nous avons demandé à nous avons demandé à Yves Chevalier, qui est l'homme qui a permis la traduction en français, puisque le livre de Norman Tobias est écrit en anglais. C'est Yves Chevalier qui a permis la traduction de ce livre en français. Les membres de l'amitié judéo-chrétienne connaissent bien Yves Chevalier. Il est le rédacteur en chef de la revue de l'association Sens. Il est membre de l'association depuis de très longues années. Il la connaît beaucoup mieux que moi. Il est par ailleurs professeur honoraire de l'Université de Tours et il avait consacré sa thèse de doctorat à l'antisémitisme et tout naturellement, il avait découvert l'œuvre de Jules Isaac. Je termine en saluant quelques personnes qui ont bien voulu se joindre à la conférence de ce soir. Je salue en particulier, j'ai vu l'historien Jacques Semelin. Jacques Semelin a été notre conférencier il y a 15 jours, certains s'en souviennent peut-être, et il nous a présenté un livre intitulé « La survie des Juifs en France, 1940-1944 », en élaborant une thèse originale où il dit finalement « Les Juifs n'ont pas été tellement sauvés, mais ils ont survécu et ils ont été les acteurs eux-mêmes de leur propre survie. Et en France, ils ont trouvé des conditions particulièrement favorables, et en particulier leur intégration à la nation française, qui fait que bien souvent, plus qu'une aide, ils ont bénéficié d'un silence protecteur. » Ce livre de Jacques Semelin est préfacé par l'avocat historien Serge Klarsfeld, et je profite d'ailleurs pour saluer Madame Tania Klarsfeld, que j'ai aperçue tout à l'heure, et qui la dernière fois nous avait raconté en termes très émouvants comment son frère et elle avaient été sauvés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais saluer également, je ne sais pas si elle est là, elle devait être là, Madame Éliane Vauquier, mais je ne suis pas persuadée qu'elle est là. Elle était là la semaine dernière, elle voulait se joindre à nous, et Madame Éliane Vauquier a été maire pendant très longtemps du Chambon-sur-Lignon. Et c'est elle qui a fait de cette région protestante, symbole du sauvetage des Juifs pendant la guerre, c'est elle qui en a véritablement fait un lieu de mémoire. Et en ce moment, au Chambon-sur-Lignon, il y a une exposition dont d'ailleurs l'historien Jacques Semelin est le conseiller historique. J'aurais voulu saluer également un historien qui devait être avec nous, et je le dis pour Norman Tobias, Carole Lioncoux. Carole Lioncoux est un fin connaisseur de Jules Isaac. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alors, Carole, vous m'entendez? Carole Lioncoux est un fin connaisseur de Jules Isaac pour la bonne raison que pendant plus d'une dizaine d'années, il a été secrétaire général de l'Association des Amis de Jules Isaac. Il a donc veillé sur les archives de l'historien qui se trouvait à Aix-en-Provence. Il a publié dans ce sens beaucoup d'articles. Il a veillé à ce qu'un livre de Jules Isaac soit traduit en roumain, Genèse de l'antisémitisme. Et par ailleurs, il a été pendant longtemps président de l'amitié judéo-chrétienne de Montpellier. Bienvenue et merci d'avoir réussi, Carole, à vous connecter. Enfin, je voudrais saluer un membre de l'Église catholique. Ce membre de l'Église catholique, c'est le père Christophe Le Sourd. Le père Christophe Le Sourd est le nouveau président pour le service national. Un souci? C'est coupé. On a perdu Maud. C'est coupé. Oui, Maud. Oui.
Oui, on t'a coupé, on t'a perdu pendant Moi, quelques plus minutes, ça quelques marche, plus secondes. ça marche pas. Tu- Vous m'avez quand tu, entendu? quand tu commençais à présenter C'est bon là. Christophe Le Sourd, juste au Voilà. début. Eh bien, je recommence. Je voulais saluer particulièrement un membre de l'Église catholique, le père Christophe Le Sourd. Le père Christophe Le Sourd est le nouveau directeur du service national de l'Église catholique pour les relations avec le judaïsme. Il remplace à ce poste le frère Louis-Marie Coudray, qui est parti en Israël l'an dernier, que nous connaissions bien. Père Christophe Le Sourd, je ne vous connais pas, mais nous nous ferions un plaisir de vous recevoir l'an prochain à l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest. J'en ai fini avec les remerciements particuliers et je vous remercie tous d'ailleurs d'être si nombreux et grâce au miracle de Zoom, nous sommes dispersés sur tout l'Hexagone et aussi nous avons des amis canadiens. Aussi, chevalier, je vais vous donner la parole. Vous allez nous apprendre comment, en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Jules Isaac était véritablement le modèle de ce qu'on appelait le français israélite, profondément attaché à la France, profondément attaché à la République, profondément attaché à la laïcité. Vous nous direz comment, pendant la Seconde Guerre mondiale, sa vie a basculé et comment il est arrivé à formuler une nouvelle question historique qu'on ne formulait pas, qu'on ne posait pas dans l'université française durant les années 20 et 30, et comment il nous a donné une réponse évidemment très originale, du moins pour la France. Enfin, vous nous direz en quoi le livre de Norman Tobias est d'un apport considérable et comment il établit de manière définitive que c'est bien l'initiative de Jules Isaac au Concile de Vatican II qui a permis que soit inscrit à l'ordre du jour la théologie et l'enseignement chrétien concernant les Juifs et le judaïsme. Yves Chevalier, je profite pour vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu, dans des conditions technologiques qui ne sont pas faciles, et bien d'avoir bien voulu accepter l'invitation de l'amitié judéo-chrétienne de Paris-Ouest. Yves, à vous. Merci. Je ne sais pas si on m'entend maintenant. Si, c'est très bien. C'est bon? Pas de problème. Oui, oui. Bon. Donc, mon ambition ce soir, c'est de parler à la fois du livre et puis du contenu du livre. Le livre donc que Norman Tobias a écrit, je salue d'ailleurs Norman puisqu'il est là. Ce livre, bon, j'ai eu le privilège de lire le livre avant qu'il soit édité, parce que Norman, bon, je vais commencer par là, Norman Tobias d'abord a fait des études de droit et fait une activité professionnelle, mais il s'est lancé au début des années 2000 dans des études de théologie et puis d'histoire religieuse. Il l'a fait dans le cadre du département des sciences religieuses de l'Université de Toronto. Et cela l'a amené à préparer une thèse, puis à soutenir en avril 2015 donc une thèse sur Jules Isaac et son rôle dans l'évolution de l'attitude de l'Église envers le peuple juif. Et lors de la préparation de cette thèse, il est venu en France, il est passé par Paris au siège de l'Amitié judéo-chrétienne pour consulter la collection de la revue Sens, et puis il est surtout allé à Aix-en-Provence, à la bibliothèque Méjeanne, où était alors déposé le fonds d'archives Jules Isaac. Et c'est d'ailleurs Dominique Mazen
la conservatrice en chef de la bibliothèque, qui était responsable scientifique des archives de Jules Isaac, qui m'a mis en contact avec lui lorsqu'en mars 2015, elle m'a transmis pour relecture, avant la soutenance de la thèse que Norman Tobias venait d'écrire. Et devant ce que je lisais en anglais, j'ai très vite souhaité qu'une traduction de ce travail remarquable puisse être mise à la disposition des lecteurs français. Mais Norman Tobias a cependant voulu d'abord mettre au point une édition américaine de sa thèse, et cette édition américaine a été publiée en 2017, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent un petit peu l'édition et l'édition des thèses, dans un délai extrêmement court. Mais dès avant la publication en anglais de cet ouvrage, il a fait traduire son livre en français, et c'est à ce moment-là que moi je suis intervenu pour essayer de l'aider à trouver un éditeur français. Ça a été Salvatore. Je dois quand même ajouter que Salvatore a immédiatement été intéressé par ce projet. Et puis ensuite, au cours de la préparation de l'édition, moi je l'ai effectivement aidé à mettre au point la version française. Pourquoi ai-je tant insisté pour qu'il y ait une version française de cette thèse? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que Norman Tobias apporte d'original par rapport à la biographie de Jules Isaac qu'André Caspi a publié chez Plon en 2002. Ce dernier, alors président de l'Association des Amis de Jules Isaac, a proposé un ouvrage essentiellement élaboré à partir du fonds de la bibliothèque Méjane. Mais curieusement, et c'est le reproche que lui avait fait Pierre Pierrard dans la recension qu'il a rédigée pour Sens, André Caspi a très peu utilisé les sources que constituent le bulletin de l'amitié judéo-chrétienne et la revue Sens qui a suivi. Nous avons quand même publié un certain nombre de textes de Jules Isaac, une partie de sa correspondance avec les membres de l'amitié judéo-chrétienne et plusieurs articles sur lui et sur l'activité de l'association qu'il a fondée. Et par ailleurs, André Caspi n'a mené aucune enquête auprès de ceux qui auraient pu le renseigner sur l'élaboration du texte conciliaire. Curieusement d'ailleurs, à la fin, dans les derniers chapitres de son livre, dans les dernières pages de son livre, il invite les chercheurs à se mettre au travail dans ce domaine parce qu'effectivement, il y avait peu de choses à cette époque. Et c'est là l'originalité majeure du travail de Norman Tobias. En voulant écrire une biographie de Jules Isaac, il propose bien sûr une première partie sur son parcours, en présentant sa famille, sa formation, sa carrière et ses travaux. Mais il y a une seconde partie qui couvre le second volet de la vie de Jules Isaac, que certes Caspi traite, mais que Tobias a largement développé parce qu'à la fois, il a eu accès à des archives que Caspi n'avait pas consultées et qu'il a eu la chance d'avoir, je ne sais plus si c'est comme professeur ou comme jury dans un de ses mémoires, mais un personnage, le docteur de théologie, excusez-moi, le docteur Grégory Baum, qui, au moment du concile, était membre du secrétariat de l'unité des chrétiens et qui fut l'un des rédacteurs du 4e paragraphe
de la déclaration Nostra Aetate. Ce qui fait que Norman Tobias apporte sur le rôle que Jules Isaac a joué dans l'inscription de la question juive à l'agenda du Concile des informations qui sont essentielles. Mais je vais peut-être un peu trop vite et je voudrais revenir à Jules Isaac et au livre de Norman Tobias en le suivant à peu près en suivant son plan. Disons d'abord donc que Jules Isaac est né en 1877 à Rennes, où son père, officier d'artillerie, était en garnison. Il devint brutalement orphelin à l'âge de 14 ans, à la suite des décès de son père d'une crise cardiaque et 6 jours plus tard, de sa mère des complications d'un diabète. La famille était alors revenue en région parisienne et Jules Isaac était élève au lycée Lacanal. À la suite de ces 2 décès, il va alors poursuivre sa scolarité comme interne. Il a fait des études classiques avec latin et grec, et c'est là qu'il rencontre pour la première fois Charles Péguy, de 5 ans son aîné, qui plus tard va jouer un rôle essentiel dans sa vie. Après le baccalauréat obtenu brillamment, il prépare pendant 2 ans l'école normale supérieure, mais échoue de peu à y entrer. Après avoir satisfait ses obligations militaires, il s'oriente alors vers la licence nouvellement créée d'histoire et de géographie qu'il obtient en 1900 et il poursuit dans cette voie jusqu'à l'agrégation dont il sortit parmi les 10 premiers en 1902. Cela lui ouvrit les portes de l'enseignement. On est alors en pleine affaire Dreyfus et Isaac s'engage aux côtés de Péguy, qu'il soutient même financièrement. Il écrira plus tard, dans le seul volume de son autobiographie qui a été publié, qu'il faisait alors, je cite, « sien l'impératif de probité spirituelle et de justice sociale qu'à mes yeux, Péguy incarnait. » Il aurait souhaité faire de la recherche, mais on lui offre un poste d'enseignant. Au lycée de Nice d'abord, puis au lycée de Sens. Il obtient à ce moment-là une bourse de recherche de 2 années qui lui permet de remonter à un temps à Paris, mais il est reversé dans l'enseignement. Il est nommé au lycée de Saint-Étienne, puis au lycée Ampère de Lyon. C'est là qu'il est mobilisé le 4 août 1914 au 111e régiment d'infanterie territoriale. Et après l'épisode de la Grande Guerre, au cours de laquelle il est blessé, en juin 2017, et passe 3 mois à l'hôpital, les 2 mois en convalescence, il est finalement démobilisé en janvier 1919 et se retrouve à Paris au début de l'année académique 1920-21, d'abord comme professeur suppléant au lycée Louis-le-Grand, puis l'année suivante comme professeur agrégé au lycée Saint-Louis, où il enseigne pendant 15 ans. En marge de ses activités d'enseignement, il est devenu à partir de 1906 le collaborateur clandestin d'un autre historien, Albert Mallet, auteur d'un monumental cours d'histoire en 7 volumes. Mais Mallet meurt en 1915 et après quelques péripéties dont l'antisémitisme n'est pas absent, Isaac obtient, à partir de 1920, d'être le responsable de l'ouvrage qui remplace le cours d'histoire de Mallet et qui est le fameux Mallet-Isaac que nous avons connu si nous sommes un petit peu âgés.
J'ajouterai que parallèlement à ses travaux d'auteur de manuels, Isaac s'intéresse aussi pendant cette période de l'entre-deux-guerres à deux questions. Il étudie d'abord l'origine de la Première Guerre mondiale, en proposant finalement, il écrit plusieurs articles et un livre, mais il propose finalement une interprétation opposée à l'interprétation officielle, ce qui lui vaudra bien sûr quelques difficultés, en particulier au moment où il dépose un sujet de sa thèse et qu'on ne lui permet pas de traiter le sujet qu'il avait proposé. Et en même temps, en même période, il travaille au rapprochement franco-allemand à partir des contacts qu'il a établis entre les universitaires allemands et français. Cette carrière fut couronnée par sa nomination en 1936 comme inspecteur général de l'instruction publique et comme président du concours d'agrégation. Carrière apparemment classique, mais où, dans la discipline qui est la sienne, l'histoire, il innove en introduisant dans les manuels le document textuel et iconographique, ce qui devait permettre à l'élève de se faire sa propre opinion, et il introduit aussi dans la recherche la méthode comparative qui confronte les points de vue et ouvre à la discussion. Comme le dit Robert Paxson au début de la préface de l'ouvrage, en des temps ordinaires, Jules Isaac eût probablement mené une existence paisible et accomplie. Norman Tobias le présente comme un enseignant républicain, socialiste, laïque. Citoyen français de la Troisième République, considérant le régime démocratique et laïque en vigueur en France comme le meilleur régime possible, Isaac était l'un de ces fous de la République étudiés par Pierre Beerbohm. Modèle même du juif assimilé, humaniste comme il se définissait lui-même, il considérait que servir la République était la meilleure façon de réaliser son identité juive. Il n'était pas religieux, n'appartenant, comme il le dit, à aucune confession, mais il avait un grand respect pour les religions. Mais Jules Isaac ne vivait pas en des temps ordinaires, ajoute un peu plus loin Robert Paxson. 1940 marque la césure. D'abord, fin 1940, Isaac est brutalement révoqué de l'enseignement et mis à la retraite anticipée à la suite de l'adoption par le gouvernement de Vichy du premier statut des Juifs. En septembre 1941, il est évincé des éditions Hachette, puisque, anticipant le mot d'Abel Bonnard, ministre de l'Éducation nationale en 1942, il n'était pas admissible que l'histoire de France soit enseignée aux jeunes Français par un Isaac. Et du jour au lendemain, il devient un lépreux. C'est ainsi qu'il se qualifie lui-même. Grâce à un camarade du lycée Lacanal, il se retire à Aix-en-Provence et se plonge dans le travail intellectuel. Dans un premier temps, il compare, parce qu'il y voit à l'œuvre le même processus de décomposition de la démocratie, la situation dans la France qu'il a sous les yeux à celle d'Athènes du 5e siècle avant notre ère, après la victoire de Sparte. Ce sera Les oligarques, livre qui, terminé en 1942, ne sera publié seulement qu'à la Libération. Mais on peut dire livre qui clôt en quelque sorte la première partie de sa vie. Ensuite, parce qu'il fait l'hypothèse que c'est l'antijudaïsme chrétien,
systématisé dans ce qu'on appelle la théologie de la substitution, qui a servi par la suite de substrat et d'argumentaire aux autres formes d'antisémitisme économique et social. Et donc, parce que l'antisémitisme auquel il est personnellement affronté est pour lui d'origine religieuse, il compare les évangiles qu'il lit en grec avec ce que, au cours des siècles, en ont tiré théologiens et exégètes. Et ce sera Jésus et Israël, le livre qui ouvre la seconde partie de sa vie. Mais avant d'en arriver là, un autre drame se produit qui va l'entraîner vers un nouveau domaine d'activité pour lequel il n'était pas en principe préparé. Dans un premier temps, face à la montée de la persécution, nous sommes en 1942, c'est la fuite au Chambon-sur-Lignon où se trouve son fils aîné, puis à Saint-Agrève, en Ardèche, là où André Chouraqui vint en novembre 1942 apporter à Laure et à Jules Isaac des fausses cartes d'identité. Curieusement, c'est Chouraqui qui a été chargé de cette démarche. Mais c'est enfin en septembre 1943, lorsqu'ils sont à Riom, que par suite d'une imprudence, probablement une imprudence, Laure Isaac est arrêtée le matin du 6 octobre 1943. Pardon, je vais donner une mauvaise date tout à l'heure. Elle est arrêtée par la Gestapo alors que Jules Isaac est chez le coiffeur. Il songe un temps à se livrer, mais ayant reçu un mot de sa femme qu'elle arrive à lui faire parvenir depuis Drancy, finis ton œuvre que le monde attend, et un mot accompagné par les messages semblables de sa fille et de son fils, eux aussi arrêtés en cours du même coup de filet, Jules Isaac décide de survivre dans la clandestinité afin de terminer ce qu'il considère maintenant comme sa mission sacrée. Et c'est dans des conditions difficiles, matériellement et psychologiquement, qu'il poursuit la rédaction de Jésus et Israël, l'ouvrage, terminé à Paris en 1946, ne sera publié chez Albin Michel qu'au printemps 1948. L'ouvrage est inclassable. Jules Isaac le dit lui-même dans l'avertissement daté de 1946. Ce livre a une histoire. Il est né de la persécution. En son plein milieu, un drame l'a traversé. Il n'est pas essentiellement, ne pouvait pas être un livre de science, car une science telle que l'exégèse, interprétative de l'écriture, requiert la préparation, la consécration de toute une vie. Il est un cri de conscience indignée, d'une conscience indignée, d'un cœur déchiré. C'est à la conscience et au cœur des hommes qu'il s'adresse. Et il ajoute, toutefois, s'il n'est pas scientifique en son essence, il l'est par son infrastructure, par ses méthodes d'information et de discussion, je crois pouvoir dire par sa probité stricte. L'ouvrage est composé de 20 chapitres qu'il appelle propositions, regroupés en 4 parties. Dans la première, Jésus, le Christ juif selon la chair, il traite de la judéité de Jésus. Dans la seconde, l'Évangile dans la synagogue, il décrit le milieu juif dont Jésus est issu. Dans la troisième, Jésus et son peuple, il analyse les relations réciproques de Jésus et d'Israël.
Et dans la quatrième, le crime de déicide, il étudie le mythe qui a tant fait de mal. La thèse de Jules Isaac, on la connaît, et que c'est l'enseignement chrétien élaboré au cours des siècles qui, parce qu'il donne une image faussée des Juifs et du judaïsme, est responsable de l'antijudaïsme théologique, source de l'antisémitisme économique et social. Et Jules Isaac est persuadé que seul le redressement de cet enseignement, possible selon lui si l'on revient à la source que sont les évangiles, seul le redressement de cet enseignement est susceptible de corriger cette interprétation mortifère. Plus tard, il écrira « Seul l'enseignement chrétien peut essayer de défaire ce que l'enseignement a fait, et il me semble que s'il le peut, il le doit. » Cet ouvrage, à peine publié, suscita l'enthousiasme de certains. Norman Tobias cite entre autres Jacques Madol, premier président de l'Amitié judéo-chrétienne, enfin le deuxième président de l'Amitié judéo-chrétienne, et le père d'Eman. L'un et l'autre en rendirent compte positivement, le premier dans Témoignages chrétiens et le second dans les Cahiers sioniens. Mais ce livre suscita aussi des réactions plus ou moins critiques, en particulier de spécialistes. Et Norman Tobias étudie la position du père Danielou et celle d'Henri-Irénée Marou, opposés l'un et l'autre à la thèse de Jules Isaac. Alors que l'un et l'autre avaient accepté de collaborer avec lui dans le combat qu'il menait contre l'antisémitisme, et on le verra, l'un et l'autre participeront à la fondation de l'Amitié judéo-chrétienne. Là, il y a un paradoxe que je n'ai jamais compris. Ajoutons pour être précis que Norman Tobias présente aussi le point de vue de Marcel Simon, un autre historien des origines du christianisme, qui est beaucoup plus nuancé, mais finalement aussi très critique. L'ouvrage fera cependant son chemin, et s'il n'est réédité qu'une seule fois, en 1959, il est considéré comme l'ouvrage fondateur de la prise de conscience de l'Église sur cette question. Mais déjà avant la publication du livre, Jules Isaac et son appel commencèrent à être connus et à trouver un écho aussi bien côté catholique. Et là maintenant, je suis à l'étape suivante. En mars 1947, Jules Isaac reçoit une lettre d'un certain docteur Pierre Viseur. Et dans cette lettre, ce personnage, qui est en fait un secrétaire exécutif d'une association anglo-américaine, l'association a programmé une conférence, un congrès international extraordinaire sur l'antisémitisme. À cette époque-là, donc en mars 1947, Viseur demande à Jules Isaac s'il est possible qu'il lui fournisse des matériaux pour ce congrès. Et donc c'est à cette occasion que Jules Isaac, aidé de deux catholiques, le père Danielou et Henri-Irénée Marou, dont j'ai parlé tout à l'heure, et de deux juifs, Edmond Flegg et Sami Lattès, il transforme les 20 propositions de son livre « Jésus et Israël » en 18 points, c'est-à-dire 18 propositions qu'il envoie à Pierre Viseur. Et c'est le mémoire qu'il rédige sous le titre de l'antisémitisme chrétien et du redressement nécessaire de l'enseignement, dans lequel il insère ces 18 points. Il va servir de base
de discussion à la commission 3 chargée de réfléchir aux tâches des églises et de l'enseignement religieux de Seelisberg, commission dont va faire partie Jules Isaac. Contre son attente, lui qui espérait que les 18 points pourraient être adoptés tels quels, les membres de la commission exprimèrent le souhait de disposer d'un texte plus court et plus percutant. Et ce sera les 10 points de Seelisberg, qui est en fait un résumé des 18 points de Jules Isaac, dont ce résumé, Jules Isaac dira dans une lettre à Lofsky que les auteurs de ce résumé sont, les principaux rédacteurs ont été le père de Ménas et le père d'Eman. Je dois ajouter que ce sont ces 10 points qui, faute d'autres documents, serviront de charte du dialogue entre juifs et chrétiens jusqu'au Concile Vatican II. Donc, première chose que Jules Isaac s'occupe, c'est le congrès de Seelisberg. En rentrant de ce congrès de Seelisberg, suite au contact qu'il a pris là-bas et de l'observation qu'il avait faite sur place, il en vint à souhaiter créer en France une nouvelle association dédiée au rapprochement entre juifs et chrétiens et, par une meilleure connaissance réciproque, œuvrer au combat contre l'antisémitisme. Il en parle dès octobre 1947 à quelques personnes qu'il pensait être intéressées par le projet. Il organise une première réunion en novembre 1947 et une deuxième réunion en février 1948. Et c'est là que fut prise la décision de créer en France une amitié judéo-chrétienne, c'est Jules Isaac qui a voulu ce nom, dont les statuts finalisés en mai furent déposés en août. D'abord, section de l'association internationale, la nouvelle association s'en détacha rapidement parce que la nouvelle orientation plus généraliste que tenta d'imposer Pierre Viseur ne convenait pas à Jules Isaac. Donc on a une association qui est maintenant une association française, des groupes locaux sont fondés, bien souvent sous l'impulsion de Jules Isaac. Un comité central est créé à Paris. Oui, voilà la photo de Seelisberg. Il y a Jules Isaac qui est sur le côté gauche. Et le grand qu'on voit là, c'est le rabbin Kaplan. Là. Ah oui. Alors, le comité central qui fut créé à Paris fut d'abord sous la présidence d'Henri-René Marou, puis à la suite du conflit qui opposa Jules Isaac et Marou, après la publication de Jésus et Israël, c'est Jacques Madol qui prend la présidence. J'ajoute, et c'est un reproche récurrent qu'on trouve dans la correspondance d'Isaac, mais sur lequel Norman Tobias s'étend pas discrètement, que l'association a eu du mal à démarrer. D'une part, parce que s'il y avait un accord total entre Isaac et l'équipe de Paris, elle a eu du mal à démarrer. D'une part, parce que s'il y avait accord entre Jules Isaac et l'équipe de Paris,
sur les buts de l'association, il y avait un écart entre les attentes de Jules Isaac et ce que pouvait apporter l'équipe de Paris où l'on trouvait plus d'intellectuels que d'hommes d'action. Et d'autre part, et je pense que c'est beaucoup plus important, c'est Pierre Pierrard, qui a été président après Madone, qui devait plus tard en faire la remarque. Il manquait à la nouvelle association un véritable appui doctrinal qu'on n'aura que par la suite, après le Concile Vatican II. De ce fait, les avancées furent timides du côté des églises, qui souvent attendaient des directives d'en haut qui ne venaient pas, et les réactions furent hésitantes, pour ne pas dire méfiantes, du côté juif, à cause des expériences trop souvent décevantes du passé. En conséquence, le travail de fond qu'espérait Jules Isaac ne pouvait être que lent. Il a fallu un événement extraordinaire lié à l'évolution de la situation de l'Église catholique en cette seconde moitié du XXe siècle pour que puisse s'enclencher un véritable processus de changement dans le rapport entre chrétiens et juifs. Et l'intervention de Jules Isaac n'y est pas étrangère, on peut même dire qu'elle a été essentielle. Le point de départ est l'annonce en janvier 1959 par le pape Jean XXIII de la convocation d'un concile écuménique. Selon les termes de l'encyclique de juillet 1959, le futur concile devait promouvoir le développement de la foi catholique, le renouveau de la vie chrétienne des fidèles, l'adaptation de la discipline ecclésiastique aux conditions de notre temps. Ce faisant, le concile devait être un admirable spectacle de vérité, d'unité et de charité, et une invitation adressée aux frères séparés de travailler en vue de l'unité. Pour établir l'ordre du jour du concile, la commission antépréparatoire lança une large consultation auprès de l'ensemble des évêques, des supérieurs, des communautés religieuses, des facultés pontificales de théologie et de droit canon, ainsi que des différents dicastères de la curie romaine. Il en résulta plus de 2000 documents et les 8 volumes des actes et documents pour préparer le Concile Vatican II. Le père Thomas Transky, qui, en tant que secrétaire archiviste du secrétariat pour l'unité de l'Église, de l'unité des chrétiens, excusez-moi, a dû prendre connaissance de l'ensemble de ces volumes, écrivit plus tard: à ma surprise, je ne découvris aucune mention d'une clarification théologique des relations entre juifs et catholiques, aucune trace de préoccupation au sujet de l'antisémitisme dans l'Église. Alors, Pascal Clicquot-Deminck a affiché les textes importants qui ont ponctué le rapprochement lent entre le judaïsme et le christianisme. Il faut que je mette mes lunettes. Donc, la conférence de Seligsberg, le 70e anniversaire, cette conférence qui a eu lieu en Suisse, où pour la première fois, des chrétiens et des juifs se posent le problème de l'origine de l'antisémitisme. Une conférence à laquelle Jules Isaac est convié, et ce qui fait la force de Jules Isaac au moment de cette conférence de Seligsberg en Suisse, c'est qu'il est le seul à avoir véritablement écrit un livre sur le problème, sur la racine de l'antisémitisme,
Ce livre, c'est Jésus et Israël, qui est à l'imprimerie, alors qu'il se déroule. Donc, il y a tout un arsenal doctrinal, et il a eu dans ce livre, Jésus et Israël, un talent de pédagogue, puisque c'est un livre qui a 580 pages et qu'il a résumé en 21 propositions. Vous pouvez en 2 pages feuilleter ces 21 propositions et vous avez parfaitement compris la thèse de Jules Isaac sur les racines chrétiennes de l'antisémitisme. Et pour lui, sa thèse, c'est que si le christianisme, si le monde chrétien est devenu antisémite, c'est tout simplement parce qu'il a oublié que le christianisme venait du judaïsme. Ces racines juives ont été complètement oubliées. Et ces 21 propositions, il va les soumettre à la conférence de Seligsberg et ça va être repris pratiquement point par point. Donc, c'est lui véritablement qui est l'artisan de cette conférence de Seligsberg où on fait prendre conscience aux chrétiens que leur religion, elle vient du judaïsme et que c'est une tragique méprise que cet anti-judaïsme qui s'est mis en place il y a 2000 ans dès les pères de l'Église. On est toujours en train de rechercher. Et l'année suivante, en 1949, 1947, c'est Seligsberg, 1948, c'est la création de l'amitié judéo-chrétienne, 1949, Jules Isaac va à Rome pour rencontrer le pape Pie XII, dont on ne parle pas des silences encore à l'époque, et il essaye de lui faire prendre conscience de cet anti-judaïsme de l'Église, de lui dire que cet anti-judaïsme a fait le lit de l'antisémitisme moderne. Il lui donne les thèses de Seligsberg, il lui parle de l'amitié judéo-chrétienne, de ces quelques chrétiens qui se sont engagés à ses côtés pour lutter contre l'antisémitisme. Parce que l'originalité profonde de l'amitié judéo-chrétienne, c'est que pour la première fois dans l'histoire, des juifs et des chrétiens se sont unis pour lutter contre les racines chrétiennes de l'antisémitisme. Et Jules Isaac dit que finalement, l'Église, elle aurait le plus grand intérêt à purifier sa mémoire et à se débarrasser, elle qui est une religion d'amour, eh bien, à se débarrasser de cette hostilité qu'elle a plus ou moins véhiculée depuis le IIe siècle. Et dans les années 50, comme je le disais tout à l'heure en introduction, beaucoup de Juifs ont lu Jésus et Israël, alors que c'est un livre qui est paru pratiquement inaperçu dans le monde chrétien, parce que sa lecture, elle était difficile. Jésus et Israël, c'est un livre sévère pour la tradition chrétienne, non pas sévère pour les textes chrétiens, mais sévère pour ceux qui ont mal interprété ces textes, qui ont fait une lecture anti-juive de ces textes, oubliant finalement… Voilà, Yves nous rejoint. Parfait. Si, pensez à activer votre vidéo en bas. Voilà. Et Pascal, qui est président de l'amitié judéo-chrétienne de Saint-Germain, est en train de nous afficher le texte. Rien faire à distance, là. Le texte de Nostra Aetate, et ce qui nous intéresse, c'est le paragraphe 4 de Nostra Aetate. Nostra Aetate veut dire en latin notre époque, et ce qui nous intéresse, c'est le 4e paragraphe, la religion juive. Car pour la première fois pratiquement depuis 2000 ans, l'Église va parler en termes non plus négatifs comme elle le faisait toujours lors de ses conciles, mais en termes positifs. Et elle va finalement se souvenir que l'Église, comme Paul l'avait dit, avait des racines juives. Et vous voyez que les premiers mots, c'est que l'Église rappelle le lien qui relie le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham.
Donc l'Église, elle se souvient et elle rappelle d'ailleurs immédiatement une phrase de Paul, elle se nourrit de la racine de l'olivier franc sur lesquels ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage qui sont les gentils. Et cette phrase très forte, l'Église rappelle que les apôtres, fondements et colonnes de l'Église, sont nés du peuple juif, ainsi qu'un grand nombre de premiers disciples qui annoncèrent au monde l'évangile du Christ. C'est un discours, c'est un rappel historique totalement nouveau dans l'Église, du moins dans l'Église officielle. Tout se passe comme si l'Église avait oublié que la première Église, elle a été une Église juive, l'Église de Jérusalem, que tous les Juifs dans l'Évangile étaient tous juifs. Et que, évidemment, c'est un tragique malentendu, une tragique méprise d'avoir. Eh bien voilà, je crois que c'est en train de se rectifier. Bon, mais comme Maud a avancé, je ne sais pas où est-ce que vous en étiez. Écoutez, non Yves, j'ai pas avancé beaucoup, j'ai meublé, j'ai rappelé ce que vous aviez dit, Bon. Seligsberg, la rencontre avec Pie XII, et ensuite Pascal avait affiché ce texte d'octobre 1965, Nostra Aetate, de la religion juive, et je disais que pour la première fois dans l'histoire des conciles, l'Église va poser sur le judaïsme et les juifs un regard positif. On en était là. Oui. Bon, mais moi j'en étais à donc Stransky qui a vu la totalité des réponses à la question de savoir de quoi le concile devait parler, note que tout le monde parle de tas de choses, propose de tas de choses, mais personne ne parle de l'antisémitisme et de la position de l'Église vis-à-vis du peuple juif. Alors c'est alors devant ce qu'elle considérait comme une regrettable carence que deux personnalités juives sont intervenues auprès de Jules Isaac pour lui suggérer de solliciter une audience avec le pape. L'initiative en revient à Jean-Pierre Bloch et surtout à Cléta Mayer, l'épouse de Daniel Mayer. Avec d'autres, ils avaient fondé en 1955 un centre d'études des problèmes actuels, un organisme proche de l'Anti-Defamation League américaine et dont l'un des objectifs était la lutte contre l'antisémitisme. Ils rencontrèrent donc Jules Isaac à Paris en octobre 1959 et lui proposèrent de faire intervenir Vincent Auriol, l'ancien président de la République, pour obtenir une telle audience du Vatican par l'intermédiaire de l'ambassadeur de France près le Saint-Siège. Après avoir consulté quelques personnalités juives et plusieurs de ses interlocuteurs catholiques, Jules Isaac donna son accord et l'audience spéciale fut accordée et un peu plus tard fixée au 13 juin 1960, c'est-à-dire il y a 60 ans cette année. Jules Isaac réunit un dossier, c'est toujours son habitude de faire un dossier, et il va à Rome, donc en juin 1960, et il voit des tas de cardinaux, il voit des tas de personnes, et il voit le pape Jean XXIII, et l'audience, comme l'a raconté Jules Isaac, se déroula de façon tout à fait satisfaisante. Et à la fin de l'exposé introductif pour demander au pape de faire étudier la question de l'enseignement de l'Église, et à la suite de la suggestion que soit créée dans ce but une sous-commission annexe, le pape réagit aussitôt en disant « J'y ai pensé depuis le début de l'entretien ».
Norman Tobias, en se fondant sur les notes de Jules Isaac et sur la correspondance, en fait le récit. Mais surtout, et c'est là qu'il apporte quelque chose de tout à fait nouveau, il peut faire état d'un document encore jamais publié, découvert après que les archives relatives au Concile Vatican II aient été ouvertes à la consultation des chercheurs. Ce document, qui était connu du père Stansky, mais qu'il n'avait jamais lu, est une note d'une page rédigée en italien à la demande du secrétaire particulier du cardinal Béat, le père Stéphane Smith, ce qui explique que l'original de ce document se trouve dans les archives du cardinal Béat à Munich, tandis qu'aux archives du Vatican, il n'y en a qu'une copie. L'auteur de cette note est Monseigneur Loris Capovilla, le secrétaire particulier du pape Jean XXIII, qui y consignait 6 mois après la promulgation de la déclaration Nostra Aetate son témoignage au sujet de l'audience pontificale accordée à Jules Isaac. Dans le premier paragraphe, Monseigneur Capovilla rappelle: le pape Jean reçoit en audience Jules Isaac le 13 juin 1960. L'audience avait aussi reçu le soutien de l'ambassade de France près le Saint-Siège. L'audience devait être spéciale, mais le pape Jean la transforma pour de bonnes raisons en privée. Et c'est les 2e et 4e paragraphes de cette note qui nous sont importants pour nous. Dans le 2e paragraphe, Monseigneur Capovilla écrit: « Je me souviens très bien que le pape resta très impressionné de cette rencontre et m'en parla longuement. Il me dit aussi qu'il avait adressé Isaac au cardinal Béat, en qui il avait confiance et à qui il se confiait. » Et dans le 4e paragraphe, il ajoute: « Il est vrai que jusqu'à ce jour-là, Jean XXIII n'avait pas pensé que le concile eût également à s'occuper de la question juive et de l'antisémitisme. Mais depuis ce jour-là, il ne cessa de s'en occuper. » Et dans un autre texte, le père Stransky déclare, lui: « Le thème juif atteignit la conscience du pape lors de l'alliance privée de juin 1960. » Et on peut même ajouter un petit détail. L'ordre du jour du concile a été arrêté le 5 juin 1960, lorsque Jean XXIII signa le document qui mettait fin à la phase antépréparatoire du concile. Or, à cette époque-là, il n'est jamais question du rapport de l'Église catholique avec le peuple juif. C'est donc bien la visite de Jules Isaac qui a inspiré au pape Jean XXIII d'ajouter la question juive au programme du Vatican. La première chose qu'il faut dire, c'est que donc Jules Isaac avait proposé de créer une sous-commission pour étudier le problème. Après discussion, la question de la création officielle d'une sous-commission fut finalement écartée pour éviter de donner prise à des réactions négatives qui vinrent par la suite de toute manière. Mais à ce moment-là, justement, on décide de ne pas créer cette sous-commission. Et il fut décidé de demander au secrétariat pour l'unité des chrétiens, dont était chargé le cardinal Béat, de prendre le dossier. Et dans une lettre à Monseigneur de Provenchère, l'archevêque d'Aix-en-Provence, datée du 10 octobre 1960, Jules Isaac écrit: « Voici les dernières informations de Rome que je tiens à communiquer à votre Excellence, informations transmises par l'ambassadeur. Le Saint-Père, dans l'intérêt même de la cause que je défends,
a pensé qu'il valait mieux éviter toute publicité, le bruit qui se ferait autour de la création d'une commission spéciale pouvant être plus préjudiciable qu'avantageux. En conséquence, il a chargé le cardinal Béat de prendre lui-même ma requête et mon dossier dans son secrétariat pour le concile et de le faire examiner. Il y a donc un premier résultat atteint. La question de l'enseignement concernant Israël sera examinée. Elle le sera dans le cadre du secrétariat que dirige le cardinal Béat, dont les dispositions favorables me paraissent assurées. Et pour l'étudier, l'examiner, il faudra bien dans ce cadre créer une sorte de sous-commission. Cette sous-commission, elle fut effectivement créée cette sous-commission fut effectivement créée. Il y a eu 3 personnes qui ont été nommées pour la constituer. Le père Léo Rudloff, abbé de l'abbaye de la Dormition à Jérusalem, Monseigneur Osterreicher, le fondateur de l'Institut d'études judéo-chrétiennes de l'Université catholique de Seton Hall, et le père Grégory Braun, dont j'ai parlé au début. On sait que Jules Isaac n'eut pas la satisfaction de connaître le résultat définitif de sa démarche, puisqu'il est décédé le 5 septembre 1963, donc avant la discussion et la promulgation de la déclaration Nostra Aetate. Mais grâce, et ça c'est 2 chapitres de livres de Norman Tobias qui sont extrêmement intéressants, grâce à Norman Tobias, nous pouvons suivre le cheminement de la réflexion autour de ce dossier, d'abord au sein du secrétariat pour l'unité des chrétiens, dans la phase de mise au point de plusieurs projets qui furent discutés en interne lors des secondes, 3e et 4e réunions plénières du secrétariat, ce qui aboutit lors de la séance plénière de novembre 1961 à la mise au point d'une première esquisse d'un Decretum de Iudeis qui fut envoyé à la commission centrale préparatoire du Concile en juin 1962. Mais devant l'afflux des textes déposés et la nécessité d'en réduire le nombre, la commission centrale proposa d'abord d'écarter ce De Iudeis. On a commencé à en discuter, mais le cardinal Giaconani, secrétaire d'État, retira purement et simplement le texte pour une question d'opportunité. En l'occurrence, devant des véhémentes protestations de certains États arabes à l'annonce d'un projet qu'un observateur non officiel du Congrès juif mondial assiste au concile. Jules Isaac averti écrivit en octobre 62 au pape pour regretter cette décision, mais elle fut dans un premier temps maintenue avec la conséquence que la question ne fut pas traitée lors de la première session du concile à l'automne 1962. Au cours de l'intercession, à la demande du cardinal Béat, qui assura que le texte était purement religieux et qu'il n'avait rien à faire avec la question de la reconnaissance de l'État d'Israël, le pape Jean XXIII décida de le rétablir. Mais parce qu'il est mort l'été 1963, c'est son successeur Paul VI qui, en août 1963, en fixant la date de la seconde session, imposa sa réinscription à l'ordre du jour du concile. Bon, la suite est connue.
On vit d'une part se lever une opposition manifeste contre le texte venant à la fois des pays arabes qui y voyaient une reconnaissance de l'État d'Israël et des officines antisémites opposées à toute modification de l'enseignement de l'Église au nom de la tradition. On peut aussi constater, d'autre part, les efforts de certains, dont le cardinal Béat, pour que la question des rapports entre juifs et chrétiens soit inscrite à l'ordre du jour du concile. Quitte, et c'est ce qui a été fait, à déplacer le texte qui devait être la dernière partie d'un schéma sur l'écuménisme et qui est devenu une déclaration sur les religions non chrétiennes. Et le quatrième paragraphe de cette déclaration, et si on regarde les textes, on s'aperçoit que ce paragraphe 4 est d'une facture, une écriture complètement différente des autres. On voit bien que le texte a été rajouté. En fait, c'est les 1, 2, 3 et 5 qui ont été rajoutés autour du 4 pour faire un texte, mais qui traite de toutes les religions au lieu que ça ne traite que de la religion juive. Alors, comme le remarque, je vais finir par là, comme le remarque Norman Tobias, c'est à l'entêtement d'un jésuite allemand, Augustin Béat, que Jules Isaac devait la réalisation de sa mission sacrée. Et moi, j'ajouterais que c'est aussi à un juif laïque que l'Église catholique doit de s'être engagée dans une révision sans précédent de son enseignement sur le peuple juif. Pour terminer, je voudrais revenir sur quelques pages dont je n'ai pas parlé, où Norman Tobias se pose la question: pourquoi Jules Isaac a-t-il réussi là où d'autres avaient échoué? Car Jules Isaac n'a pas été le premier à développer la thèse selon laquelle la racine principale et permanente de l'antisémitisme relève non pas du christianisme lui-même, auquel il est impossible de toucher, mais d'une certaine tradition religieuse chrétienne que l'on avait le droit de corriger. Par exemple, Norman Tobias cite le texte du pasteur anglican James Park, qui dans son livre « Le conflit de l'Église et de la synagogue, une étude des origines de l'antisémitisme », un ouvrage publié en anglais en 1934, mais jamais traduit en français, il écrivait: le public chrétien en général, la vaste majorité des centaines de millions de chrétiens dans le monde, continue à croire que les Juifs ont tué Jésus, qu'ils sont un peuple rejeté par leur Dieu, que toute la beauté de leur Bible appartient à l'Église chrétienne et non pas à ceux qui l'écrivirent. Et si, sur une telle base, si soigneusement préparée, des antisémites modernes ont élevé une structure de propagande raciale et économique, la responsabilité en incombe malgré tout à ceux qui ont préparé le terrain, qui ont diffamé tout un peuple et qui ont ainsi rendu crédibles de telles inepties. Posons la question: pourquoi est-ce Jules Isaac et non James Park que l'on a invité à Seelisberg pour faire partie de la commission 3? Norman Tobias donne plusieurs réponses. En premier lieu, on ne peut pas ne pas penser au contexte historique qui a évidemment joué. Jules Isaac a publié Jésus et Israël, un moment où l'Église catholique, dit Norman Tobias, commençait à reconnaître l'impact culturel de son discours anti-juif et la responsabilité dans la légitimation d'un antisémitisme raciste.
alors que James Spark écrivait dans un tout autre contexte. Mais deux autres facteurs lui paraissent avoir été essentiels et qui tous deux renvoient à Isaac lui-même et à sa méthode. D'abord, Jules Isaac était un historien reconnu dont les travaux témoignaient de la compétence et du sérieux. Mais surtout, le drame qu'il a lui-même traversé lui donnait le droit de parler au nom des 6 millions de Juifs qui périrent pendant la Shoah. Son livre, Jésus et Israël, loin d'être un réquisitoire, était un cri d'angoisse éloquent à l'adresse des chrétiens et de leur Église. Ce cri était exempt de tout ressentiment et tentait d'alerter les chrétiens pour qu'ils entament une révision de leur enseignement. En même temps, à travers ce livre, Jules Isaac faisait preuve d'une grande admiration pour Jésus. Et il n'était donc pas anti-chrétien. En un sens, Jules Isaac était un homme de la frontière, libre de toute appartenance religieuse, et de là d'où il parlait, il invitait ses interlocuteurs à être plus conséquents avec eux-mêmes. Mais en même temps, et c'est la seconde explication que donne Norman Tobias, Jules Isaac adopte, en l'adaptant au sujet de l'antijudaïsme chrétien, la méthode d'analyse comparative qu'il avait mis au point dans ses travaux de recherche antérieurs. Il part des évangiles et les confronte à ce qu'une certaine tradition, plus que séculaire, dit de Jésus et du peuple dont il est issu. Il s'agit d'un problème d'histoire et non pas de théologie. Et il y apporte une réponse qui interpelle les chrétiens dans leur certitude. Ce faisant, il démontre la nécessité de l'effort du redressement de l'enseignement chrétien, fautif au sujet du peuple juif et du judaïsme. On peut donc penser que c'est bien pour cela qu'il a été entendu et que c'est pour cela qu'il a été la conscience juive de l'Église. Je vous remercie.